Bonsoir, le président Barack Obama est attendu à Dakar demain. Dans notre dossier du jour, la raison de sa visite, les attentes des hommes politiques et des Sénégalais en général. Le président Macky Sall se rendra bientôt au Maroc, annonce faite par le ministre marocain des Affaires étrangères à l'issue de son audience avec le chef de l'État. Et puis ce mercredi, la communauté mouride célèbre le Magal de Darou Mourti. Explication sur la signification de l'événement dans ce journal. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, venu prendre part à la commission mixte sénégalo-marocaine, a été reçu hier en audience par le président Macky Sall. L'excellence des relations entre le Sénégal et le Maroc a été évoquée. Le chef de l'État est attendu au Maroc pour une visite officielle. Voici Dr Saddine El Othmani à sa sortie d'audience au micro de Khadikan. J'étais honoré, moi et la délégation qui m'a accompagné, d'être reçu par M. le Président Macky Sall. Bien sûr, ça prouve d'abord l'excellence des relations maroco-sénégalaises. Ça prouve aussi l'intérêt que porte M. le Président à la coopération entre nos deux pays et le soutien qu'il donne, soutien fort qu'il donne à cette commission mixte qui s'est tenue aujourd'hui à Dakar. Et ça prouve aussi la grande amitié entre Monsieur le Président et Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Avec Monsieur le Président, on a discuté de l'excellence des relations bilatérales, on a discuté de l'avenir de la coopération maroco-sénégalaise, des programmes de cette coopération aux différents niveaux. On a donné un aperçu sur les résultats de cette session de la commission mixte et puis on va attendre Monsieur le Président très prochainement au Maroc dans une visite officielle. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a été reçu hier par le président du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Tall. Au cours de l'audience, il a été beaucoup question des relations entre le Maroc et le Sénégal. Coopération que les deux institutions veulent booster. Après le CSE, M. Saddine El Othmani a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse. Il s'est félicité du bon partenariat entre les deux pays. La suite de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères du Maroc a donc été reçu hier par la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Cette fois-ci, nous parlons de la fondation Melinda et Bill Gates qui compte appuyer les projets de la fondation Servir le Sénégal. Melinda Gates a été reçue par la première dame Mariam Sall. Les deux structures ont beaucoup de similitudes dans leur domaine d'action. En partenariat est né Oumou Kalsoum Sall. Un note de marque cet après-midi pour la première dame, Melinda Gates, de la fondation Bill et Melinda Gates, consacre ainsi le début d'un partenariat entre la dite fondation et celle de Mariam Sall, Servir le Sénégal. La fondation Servir le Sénégal et la nôtre ont beaucoup de choses en commun. Nous travaillons sur des questions relatives à l'enfance, à la santé de la reproduction, mais également à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant et sur la planification familiale. Pour toutes ces questions, nous pouvons partager des expériences. La Fondation Servir le Sénégal œuvre depuis sa création dans différents domaines tels que la santé. Sur la question de la planification familiale, Melinda Gates entrevoit une collaboration fructueuse possible. Concernant la planification familiale, nous pensons pouvoir faire des actions ensemble. Déjà, la première dame avec sa fondation compte élargir de 12 à 27% la couverture de la planification familiale. Nous allons grandement contribuer à ce projet. Créée en 2000, la fondation Bill et Melinda Gates s'attelle à apporter des innovations, notamment en matière de santé et pour l'humanité. Melinda Gates a salué les actions que mène la fondation Servir le Sénégal au profit des populations. L'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones lance une campagne internationale de la charte sociale. L'annonce a été faite par son porte-parole, Aminata Tall, à l'issue de l'audience que le président Yahi Boni a accordée au chef de délégation. Les pays présents par leurs chefs de délégation respectifs, comme différents présidents des conseils économiques
économiques et sociaux et institutions similaires, des organisations et gouvernements de la francophonie, ainsi que les pays représentés, ont eu droit à un exposé sur la charpente de cette charte qui a fait l'objet d'un travail pendant 2 ans sous la direction du président Adak Bey et a produit les documents que nous venons de remettre à son Excellence le président Yaya Boni. Partant des 54 objectifs les organisations ont pu travailler d'arracher pour demander aujourd'hui le lancement au niveau de nos pays respectifs de la vulgarisation de cette charte qui concerne en fait 3 axes. C'est la visibilité des droits fondamentaux des populations, l'effectivité de ces droits-là et le suivi au niveau de l'exécution. Bien entendu, les droits fondamentaux, comme l'a souligné le président de la République, Yaya Boni, ne peuvent être considérés si nous ne sommes pas garantis par une sécurité. Donc la sécurité de nos pays, la sécurité de nos frontières, et parce que tout cela englobe les problèmes de développement durable, les problèmes d'emploi, les foyers de tension, le développement de chacun de nos pays respectifs. Et tout ceci est condensé dans la charte sociale pour nous permettre, à travers les conseils économiques, sociaux et organisations similaires de tous nos pays au niveau international, de faire en sorte qu'au niveau de nos parlements, au niveau de l'exécutif, au niveau de toutes les institutions concernées avec la société civile, que nous puissions identifier les problèmes dans une démarche inclusive, faire des propositions de solutions et installer des outils de suivi et d'évaluation. La fondation Bill et Melinda Gates va investir au Sénégal dans le secteur de l'assainissement et celui de la santé. Aussi en audience par le Premier ministre Abdoul Mbaye, Melinda Gates, épouse du milliardaire Bill Gates, a annoncé des perspectives d'une collaboration fructueuse avec le gouvernement du Sénégal. Elle est au micro de Fanta Badji. It's really to highlight the incredible progress Senegal is making in so many areas. Donc, je suis venu pour marquer les progrès qui ont été réalisés par le Sénégal dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Et je suis venu aussi pour parler d'assainissement et d'hygiène. Oui, nous investissons déjà dans le secteur privé. Et c'est parce que le Sénégal a pu associer le secteur privé au secteur public qu'il peut se targuer des réalisations qu'il a déjà faites dans le domaine de la santé. Et en ce qui concerne l'assainissement et l'hygiène, nous sommes venus aussi pour montrer que le secteur de l'assainissement peut être un secteur productif dans lequel on peut faire des affaires. Nous investissons, je l'ai déjà dit, dans le secteur du planning familial, notamment dans la chaîne de l'offre. Et nous veillons à ce que les femmes qui veulent faire du planning familial, lorsqu'elles vont dans des cliniques, que tous les outils soient disponibles pour leur permettre de faire du planning familial. For instance, in sanitation, it's really figuring out how do you make a business there that. Réunion sur la programmation du 11e FED ce matin. L'enveloppe générale allouée au pays ACP connaîtra une hausse de 7 milliards d'euros pour le Sénégal. Cela devrait culminer autour de 208 millions de francs, 208 milliards de francs. Le point avec René Massiga Diouf. La politique économique. 29,1 milliards d'euros est le montant global de ce 11e FED, Fonds européen de développement pour l'ensemble des pays ACP. L'enveloppe pour le Sénégal sera connue en fin juillet, mais devrait rester autour de 208 milliards de francs CFA, comme dans le précédent FED. Malgré la crise financière internationale, c'est une hausse globale de 7 milliards d'euros qui est notée pour tous ces pays. L'Union européenne demeure un partenaire de choix. L'Union européenne démontre par là qu'elle reste plus que jamais engagée aux côtés des pays partenaires, en particulier sur le continent africain, pour combattre la pauvreté et promouvoir une croissance durable et une bonne gouvernance.
L'enveloppe allouée au Sénégal pourrait être beaucoup plus importante dans la mise en œuvre des programmes de coopération. Des fonds supplémentaires pourraient être injectés en fonction des performances. L'une des innovations de ce 11e FED concerne la recherche d'une plus grande efficacité et un impact maximal. Pour les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, les choses sont bien en place. Ça cadre parfaitement, par exemple, l'accent mis sur la bonne gouvernance, sur les infrastructures, sur le secteur rural. Tout ça, ce sont des priorités qui correspondent aux souhaits des autorités sénégalaises. Et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Avec ces trois secteurs, l'agriculture durable, 2, l'eau et l'assainissement, et 3, la bonne gouvernance, on a 3 fleurons et 3 secteurs essentiels qui sont importants pour le développement du Sénégal et où l'Union européenne a une valeur ajoutée. Le 10e FED arrive à terme en décembre 2013. Plusieurs projets sont réalisés dans ce cadre dans les domaines des infrastructures routières, de l'environnement ou de la société civile, entre autres. Ces secteurs d'intervention sont pour l'essentiel l'appui budgétaire, l'assainissement, l'intégration régionale et commerciale et ce qu'on a appelé les hors concentration. Le Sénégal en tire grandement bénéfice. Les ressources du FED restent centrées dans des secteurs vitaux de notre économie et pour lesquels le gouvernement met en œuvre une politique dont les orientations sont déclinées dans la stratégie nationale de développement économique et social. C'est à ce niveau que la stratégie de coopération du 11e FED trouve toute sa pertinence parce qu'ayant comme objectif principal d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté et de consolidation de la bonne gouvernance. Pour le secteur de la gouvernance démocratique tel qu'exposé, les autorités étatiques présentes ont estimé qu'il ne prend pas en compte les orientations du gouvernement actuel car se réduisant à la gouvernance judiciaire. Des remarques généralement prises en compte par l'Union européenne, ce 11e FED couvre la période 2014-2020. 26e édition de la Semaine nationale de lutte contre les drogues. Le thème de cette année est intitulé « Préserve les jeunes et les femmes de la drogue ». La cérémonie de lancement s'est déroulée à Mbour en présence du ministre de l'Intérieur, le général Patesek. Compte rendu Ibrahim Ndong. C'est parti pour une semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation sur les drogues. Pour cette 26e édition, c'est la commune de Mbour qui est à l'honneur. De nombreuses délégations ont effectué les déplacements. Elles sont pour l'essentiel composées de jeunes. Cet engagement et cette détermination de l'État du Sénégal à tout mettre en œuvre pour lutter efficacement contre le trafic de drogue se traduit en acte fort par le renforcement du dispositif juridique de répression contre le trafic de cette drogue. Le Sénégal ne dispose pas encore de structures appropriées pour la désintoxication, le suivi, l'accompagnement et la réinsertion des toxicomanes. Le temps d'une matinée, la star de Mbour s'est transformée en rappeur. Serindia Bombardier a profité de son micro pour sensibiliser les sportifs sur les méfaits de la drogue. Nous sommes tous interpellés pour faire face à ce fléau avec ses nombreuses conséquences. La cérémonie de lancement de cette semaine 2013 est pour nous l'occasion de remercier et de féliciter le gouvernement du Sénégal et l'ensemble de la société civile pour leur engagement dans la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la criminalité transnationale organisée. Au-delà de la répression, les autorités ont plaidé pour la prévention comme stratégie de lutte. Les jeunes et les femmes sont les principales cibles pour cette semaine. Sont les couches les plus vulnérables dans nos sociétés. Elles doivent être mieux informées et sensibilisées, jusque dans les coins les plus reculés du territoire national. Et cette mission nous incombe tous, État, partenaires, collectivités locales, bref, tous les segments de la société. Pour la circonstance, la gendarmerie nationale a gratifié l'assistance d'une démonstration de recherche de drogue. La troupe Arcos de Mbour et celle des handicapés ont aussi joué leur partition. Des caravanes de sensibilisation sont prévues sur l'ensemble du territoire national. Autre aspect de l'actualité, la communauté mouride célèbre ce jour la rencontre historique entre Serigne Touba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké. Ce dernier avait la garde de la famille de Bamba durant son exil. Loyauté et fidélité sont les qualités de Thierno Birahim vis-à-vis de son frère Cheikh Ahmadou Bamba. Son portrait est dressé par Habibou Mbaye. C'est ici à Porokhane que naquit en 1865 Mame Cheikh Ibrahima Faty Mbacké, plus connu sous les noms de Mame Thierno, Ndamal Darou encore, Borom Darou. Fait significatif,
Le jour de sa naissance, on raconte que son frère, Cheikh Ahmadou Bamba, aurait consacré la première semaine à faire le tour de la concession de sa mère, Sokhna Faty Issa Diop, afin de solliciter de Dieu, le Tout-Puissant, assistance et protection pour le nouveau-né. Sa naissance a également coïncidé avec la conquête de Paoskoto par l'Almami Maba Diakhouba. Son grand frère et maître Cheikh Ahmadou Bamba y voyait déjà un bon augure. Sans doute voulait-il dire que Mame Thierno serait un combattant pour les causes islamiques, ce dont tout le monde peut témoigner aujourd'hui. À l'âge de la scolarité et après un bref séjour chez un marabout du nom de Serigne, son père, Mame Anta Sali Mbacké, le confia à son frère, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le début d'un éternel et sincère compagnonnage au cours duquel il lui apprit le Coran et les sciences religieuses, de même que la langue arabe. Mame Thierno Birahim avait acquis au contact de son maître et guide spirituel Khadim Rassoul toutes les qualités requises d'un bras droit, d'un homme de confiance et de confidence pour son frère. Il était d'une discrétion que nul n'a jamais réussi à percer le mystère des secrets que son maître lui confiait. On aura surtout retenu de Ndamal Darou deux choses inoubliables. D'abord, il sera l'émissaire qui va accomplir avec courage une mission auprès de l'autorité coloniale d'alors pour lui expliquer pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba ne pouvait déférer immédiatement à sa convocation. À cette époque, il était considéré comme une folie téméraire de tenir tête aux Blancs. Pourtant, Borom Darou va transmettre le message de son frère à Borom Dar avec un courage et une détermination telle que le gouverneur en fut très impressionné. Ensuite, c'est à lui que Cheikh Ahmadou Bamba a confié toute sa famille lors de son exil lointain au Gabon, jusqu'à son retour en 1902. La satisfaction de Serigne Touba était indescriptible. Mame Thierno est le fondateur de plusieurs villages comme Darou Marnan, Tinkoli, Kosso et Yabal. Des villages historiques fondés pour démultiplier les enseignements de Borom Touba, ce qui signifiait de porter le plus loin possible à travers le pays l'amour et la soumission complète à Dieu, le Tout-Puissant. Un atelier de réflexion sur l'enjeu de la décentralisation a réuni différents experts. Au menu, l'application de l'acte 3 de la décentralisation et le renforcement de la formation des ressources humaines dans les municipalités. Le club Alternative Citoyenne, initiateur de la rencontre, veut apporter sa contribution au règlement des grandes questions qui concernent le pays. Dansila. Aucun pays ne peut se développer sans une bonne décentralisation. Conscients de cela, des experts du secteur se sont donné rendez-vous pour discuter des enjeux et préconiser des solutions. La réflexion entre bien dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons des éléments de conjoncture qui doivent nous conduire à la décentralisation véritable. Parce que, d'abord, nous avons une urbanisation qui est critique. 300 millions de personnes attendues d'ici 2030 en Afrique. C'est-à-dire la population des États-Unis ou la population de la CEDEAO. En plus, dans un système d'urbanisation où on ne parle pas du salariat, on ne parle pas de l'industrialisation. Cette urbanisation est nourrie par l'exode rural. De l'avis de certains intervenants, les agents municipaux doivent être plus outillés pour un meilleur exercice de leurs fonctions, mais aussi les conscientiser sur le poids de leurs responsabilités. La formation des élus et fonctionnaires, et même les employés, les autres employés municipaux, pour moi, constitue une des conditions clés de succès de la décentralisation dans notre pays. Et on devrait donc y attacher tout le prix pour y arriver à la formation donc, de ressources humaines de qualité, capable de porter les transformations économiques, sociales et culturelles qu'on attend. Le club Alternative Citoyenne veut, à travers ce genre de rencontres, trouver des solutions à certaines questions jugées essentielles pour l'avenir du pays. Outre l'éducation et la décentralisation, d'autres secteurs seront diagnostiqués pour un règlement global et participatif des problèmes qui freinent le développement. Invité de ce journal, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Cheikh Bamba Dièye. Le prétexte, lors du dernier Conseil des ministres, Monsieur le ministre avait présenté le plan stratégique du développement du numérique. Monsieur le ministre, bonsoir.
Quels sont les grands axes de ce plan et surtout quelles sont les innovations majeures qui vont marquer sa mise en œuvre? Vous savez, la première innovation, c'est la volonté du président de la République par le changement d'intitulé du ministère qui voudrait aujourd'hui voir l'avènement du numérique comme étant une véritable dynamique dans le développement de notre économie nationale. La volonté pour l'État du Sénégal, c'est de faire que l'économie numérique devienne une réalité aussi bien dans les activités de l'État, mais aussi dans la vie quotidienne du citoyen. Cela passe par d'abord le développement d'une stratégie nationale du développement du numérique qui va être partagée et que l'État du Sénégal va avoir, à partir de cela, encadrer l'amorçage du Sénégal qui déjà dans notre sous-région a un rôle leader. Il s'agit aujourd'hui de faire de la réalité du numérique qui est devenu un phénomène international global, une réalité au Sénégal pour pouvoir véritablement tirer le maximum de valeur ajoutée liée au développement des TIC. 2015 va marquer l'entrée du numérique, le passage de tous les pays au numérique. Est-ce que le Sénégal est prêt pour gérer cette transition? Mais oui, absolument, puisque déjà nous gardons encore dans même la transition ce rôle de leader. Nous avons défini la stratégie de passage qui a été adoptée par le gouvernement. Aujourd'hui et d'ici 2015, il faudra véritablement la concrétiser. Et il faut qu'on puisse comprendre que pour le passage, l'avantage que nous aurons à faire, c'est cette fois-ci de faire en sorte que les éditeurs de presse, les patrons, puissent véritablement se consacrer à leur cœur de métier, qui consiste à l'édition de programmes, à faire en sorte que la plus-value culturelle et la défense de l'identité culturelle sénégalaise puissent se faire, puisque le rendez-vous du numérique, c'est d'abord le rendez-vous de la globalisation. Il va falloir faire front par rapport à l'avènement de beaucoup de télévisions qui nous viendront de l'étranger. Et pour ce faire, les métiers qui grévaient hier l'industrie de l'audiovisuel au Sénégal, qui était la facture énergétique, le transport et la diffusion, seront aujourd'hui confiés à un organisme indépendant qui se chargera de faire le multiplexage, et le transport et la diffusion. De ce point de vue-là, il y aura énormément d'économies à faire par rapport aux patrons de presse et aux télévisions en général, puisqu'il s'agit vraiment de la télévision d'ici 2015, pour faire en sorte que la télévision sénégalaise puisse être au rendez-vous de ce rendez-vous incontournable qui aujourd'hui est un phénomène acquis pour les États africains. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons déjà pris les dispositions pour faire en sorte que le Sénégal puisse non seulement y arriver et dans les meilleures conditions, mais en donnant aux entrepreneurs qui travaillent sur la télévision les moyens et à l'État aussi la possibilité de se préparer véritablement par rapport à cette nouvelle révolution. Voilà, une telle exigence, une telle mutation à des exigences et des incidences notoires. Avez-vous évalué ces risques-là? Oui, d'abord, vous savez, du point de vue, il y a déjà beaucoup de dividendes, parce que cette fois-ci, la multiplication des fréquences ne sera plus de cours, puisque avec le numérique, il va falloir très peu de fréquences pour diffuser des chaînes en nombre beaucoup plus important. Ce qui veut dire qu'on va faire des économies sur les fréquences. Et par rapport à cela, on va pouvoir libérer des fréquences pour la 4G et la LTE. Et de ce point de vue-là, il y a possibilité non seulement de ramener un peu plus d'ordre et d'organisation dans le secteur de la distribution des fréquences et l'assignation des fréquences, mais en plus de cela, vous savez, la télévision aujourd'hui, comme ça se passe dans les pays modernes, sur la télé, vous pouvez avoir l'internet, le téléphone, et tout passe dans un seul bouquet. Et je crois que ce sont ces révolutions qui aujourd'hui caractérisent le monde des télécommunications pour lequel le Sénégal se prépare. Et aujourd'hui, nous aurons énormément à gagner par rapport aux télévisions qui vont pouvoir avoir des télévisions thématiques. Par exemple, c'est le programme de la RTS qui aujourd'hui veut avoir des télés régionales, des télés avec forte tendance sur l'implication des populations. On va aller vers une démocratisation et une information plus juste et plus diversifiée, disponible dans les langues nationales au niveau des populations. Et ça, c'est un avantage considérable. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous allez rester avec nous pour suivre l'événement phare de la semaine. Il s'agit donc de la visite de Barack Obama, qui peut être analysé comme une prime à la démocratie. Pour les deux pays, c'est l'occasion de renforcer la coopération pour lutter contre le terrorisme. C'est également une bonne opportunité pour booster les relations commerciales entre le Sénégal et les États-Unis. Laïri Diop. En 4 ans de présidence à la tête des États-Unis, Barack Obama n'a passé que moins de 24 heures en Afrique subsaharienne. C'était au Ghana en 2008. On ne peut lui en tenir rigueur. C'est presque une tradition. En Amérique, le président consacre le premier mandat à régler d'abord les questions intérieures pour s'assurer une réélection.
Le second mandat étant réservé à des périples vers différentes destinations comme l'Afrique. Bill Clinton et George Bush avaient indiqué le chemin. Barack Obama s'inscrit dans la même lancée. Au cours de son deuxième séjour en Afrique, le 44e président des États-Unis va passer 8 jours entre le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le seul pays francophone à avoir l'honneur d'accueillir le premier président noir des États-Unis. Une visite doublement significative quelques semaines après l'invitation faite au président Macky Sall le 28 mars dernier à Washington. Elle traduit l'exemple du Sénégal en matière de démocratie que les États-Unis veulent montrer au reste de l'Afrique et la bonne gouvernance élevée au rang de principe par les tenants actuels du pouvoir. Elle traduit aussi la position géostratégique que les États-Unis reconnaissent à notre pays dans la lutte contre le terrorisme. La situation au Mali illustre à suffisance le besoin impérieux de coordonner les efforts au niveau sous-régional et international pour endiguer les poussées terroristes. La coalition des forces françaises et africaines ne rejetterait pas un appui conséquent des États-Unis qui contribue déjà beaucoup dans le domaine du renseignement pour traquer et débusquer les terroristes. Mais le déplacement du président américain est aussi placé dans un contexte plus global, celui d'une relance des relations entre les États-Unis et l'Afrique au moment où la Chine fait une percée notable dans son commerce avec le continent. En 2012, les relations commerciales Chine-Afrique étaient de l'ordre de 200 milliards de dollars, soit presque le double des échanges entre les États-Unis et le continent. Les experts en conviennent, 5 des 9 pays ayant connu la plus forte croissance sont africains. La Chine a compris l'enjeu, son président Xi Jinping a réservé sa première tournée internationale à l'Afrique. En séjournant pendant 8 jours en Afrique, Barack Obama semble bien comprendre l'intérêt qu'il faut porter à l'Afrique. On n'entend pas moins de la part de celui dont le père est un fils du continent. Alors, Monsieur le ministre, que représente pour vous l'arrivée d'Obama au Sénégal? Mais je crois que c'est d'abord une prime collective à tous les Sénégalais pour l'effort que nous fournissons pour asseoir une véritable démocratie, un état de droit et aussi quelque part une récompense pour le Sénégal parce que vous le savez, les États-Unis c'est la première puissance mondiale. Il faudrait le comprendre comme étant quelque chose qui aujourd'hui est pour tous les Sénégalais un moment très fort dans notre vie politique nationale et dans notre positionnement à l'échelle internationale. Et c'est pour cela que je pense que tous nous devrons être aux côtés du président de la République parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit le président des États-Unis. Et en plus de cela, c'est le moment aujourd'hui de développer des relations économiques, commerciales, diversifiées et diplomatiques qui pourront nous permettre certainement de tirer le maximum de profit par rapport à cette embellie que le Sénégal vit. Et je crois que si nous n'étions pas un pays qui fournit beaucoup d'efforts en matière de transparence, de bonne gouvernance, qui donne beaucoup de soucis au respect du citoyen et des libertés individuelles et collectives, certainement nous ne recevrons pas le président des États-Unis. Il faut le comprendre comme tel et être au rendez-vous et féliciter et remercier le président de la République et tout le gouvernement. Voilà, Monsieur le ministre, la classe politique sénégalaise s'est prononcée sur la visite du président américain au Sénégal. Opposition comme pouvoir sont unanimes à dire que c'est un hommage à un fonctionnement démocratique établi depuis des années. Au-delà des perspectives reluisantes liées à cette visite d'Obama, ces hommes politiques rappellent les liens forts qui unissent le Sénégal et les États-Unis. Cheikh Bamba Gueye. Entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, c'est deux États qui ont su bâtir des relations fortes et durables. Outre-Atlantique, le Sénégal a bénéficié d'une crédibilité au sein des institutions de la première puissance mondiale, en raison surtout de sa volonté de se conformer aux exigences démocratiques. Le Sénégal donne encore cette image qu'on lui connaît, c'est-à-dire l'image d'un pays de tolérance, d'un pays démocratique. Et je pense que ça va participer au rayonnement de notre pays. Si en ce moment-là, le président Obama parle du Sénégal, il en parle avec un vécu, parce qu'ayant visité le Sénégal. Le président Obama, en venant au Sénégal, veut rendre hommage au leadership démocratique du Sénégal. C'est que le Sénégal est l'un des rares pays à avoir une vie démocratique sans discontinu. Nous sommes dans la 12e législature, nous sommes le seul pays africain, notamment en Afrique noire, qui a cette qualité. Nous avons connu deux alternances, nous avons une presse libre, et on est en train de faire des efforts pour que la justice soit indépendante. Je crois que c'est tous ces éléments-là qui font que le Sénégal est un pays attractif du point de vue américain. L'esprit de concevoir un partenariat viable et solidaire, malgré des rapports de force différents, a toujours guidé les relations bilatérales. Après Bill Clinton en 1998, George Bush en 2003, la visite de Barack Obama symbolise des liens séculaires forts. Le président Obama
a voulu manifester à notre pays, mais aussi à toute la communauté des pays francophones, son sentiment de respect, d'amitié, de considération et de solidarité. Ça me paraît d'autant plus important que les États-Unis, à l'heure actuelle, sont la première puissance économique, diplomatique et militaire du monde. Quand nous avons reçu ici pour la première fois le Code de la paix en 1961, c'est le président Senghor lui-même qui a demandé qu'on fasse l'accueil à l'aéroport de Dakar au premier groupe des étudiants du Code de la paix. Et entre le Sénégal et les États-Unis, je ne me souviens pas d'un seul moment de tension. Aujourd'hui, c'est un appel à l'unité qui a été lancé pour se réunir autour de l'essentiel pour l'intérêt du Sénégal. Nous avons un devoir, une obligation, qui est une obligation d'hospitalité, d'accueil fraternel, souriant, chaleureux, afin qu'ils se sentent dans une terre africaine. Nous accueillons aussi la première puissance du monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est une terre d'opportunités. Et nous devons faire de telle sorte que de cette visite-là, le Sénégal soit la porte d'entrée de l'Amérique en Afrique. Il est temps que nous donnions la main, qu'ensemble nous regardions l'intérêt du pays. Le président Macky Sall est en train d'y travailler et que notre devoir, c'est, nous tous, de l'y aider. S'il y a des points qui doivent faire l'objet de consensus au niveau de la classe politique sénégalaise, qui doivent faire l'objet de consensus au niveau de la population sénégalaise, c'est l'image de notre pays, c'est son rayonnement. Aujourd'hui, entre le Sénégal et les États-Unis, c'est une nouvelle trajectoire qui est amorcée pour faire face aux questions économiques et sécuritaires. Pour sa part, notre pays s'est engagé à promouvoir des institutions fortes, piliers d'une démocratie exemplaire. À quelques heures de la venue de Barack Obama, nous avons fait le tour de la capitale pour recueillir les réactions des Dakarois. Ils attendent beaucoup de la venue du président américain. Ils ont exprimé leurs attentes au micro de Hamidou Diop. La venue d'Obama, c'est une très bonne chose pour nous au Sénégal, parce que ça pourra nous permettre de financer des projets pour le Sénégal, comme ça la jeunesse sénégalaise pourra en bénéficier. Donc c'est une très bonne chose pour nous en tant que Sénégalais. En termes de retombées, c'est ce que je disais, c'est le projet. Et aussi ça, c'est des avantages, parce qu'un pays comme le Sénégal, dans l'Afrique, on choisit le Sénégal et 3 pays de l'Afrique pour la visite d'un président plus puissant du monde. Vraiment, c'est une très bonne chose pour nous. Nous lui souhaitons la bienvenue et pour les projets, c'est à lui de voir. C'est une bonne chose. Bon, un président américain comme Barack Obama qui vient visiter notre pays, le Sénégal. Bon, puisque en Amérique, il y a la démocratie. Et aussi le Sénégal, bon, nous avons la démocratie. Bon, en fait, bon, j'espère que les deux présidents ils vont s'entendre bon, par rapport aux accords qu'ils vont signer. Je ne sais pas ce qu'ils vont signer, mais j'espère que ça va bien. Nous attendons de lui qu'il conforte la stabilité sociale de notre pays. Par rapport au projet, nous voulons surtout qu'il nous appuie, nous les marchands ambulants. aussi gis nga ni bu fekkente ne yàlla dogal na maanaam amuñ yenn procès wala yenn usines yoo xam ne doxal nañ ko rek mën nañoo teel a màggat ci ak ndaw. Les attentes des Sénégalais vivant aux États-Unis sont nombreuses. Certes, ils sont loin du pays, mais ils aimeraient voir un certain nombre de leurs préoccupations prises en compte lors de cette visite. Notre reporter Habibou Mbaye a pu rencontrer certains d'entre eux dans les rues de New York. Voici son reportage. La communauté sénégalaise vivant aux États-Unis a son mot à dire sur la visite du président Barack Obama au Sénégal. Et chacun y est allé avec ses propres attentes. La forte communauté sénégalaise vivant aux États-Unis ne rate aucune occasion pour se donner rendez-vous dans des restaurants très fréquentés à Manhattan, comme à Brooklyn ou encore à l'Association des Sénégalais d'Amérique sur la 106e, le temps de faire les adieux à un des leurs.
Profitant de ces moments de discussion, la visite de Barack Obama au Sénégal constitue un des sujets où chacun peut dire ses attentes. Le président Barack Obama ne se déplace pas seul, il se déplacera avec des investisseurs. Et ce qui est certain, c'est que c'est des opportunités pour le Sénégal et pour les Sénégalais de pouvoir bénéficier de retombées qui peuvent venir de cette visite de ces investisseurs. C'est un événement d'envergure internationale. La presse nationale et internationale couvrira cet événement et donc ce sera une opportunité pour le Sénégal. En tant que Sénégalais, j'aimerais voir l'épongement de la dette du Sénégal. Il n'y a pas de risque d'investissement au Sénégal. Donc nous espérons que le président y sera avec de grands investisseurs et que des fonds assez importants seront injectés quand même dans l'économie. C'est un pays correct. Alors donc, nous devions faire copie aux États-Unis, puisque les États-Unis sont des États alors qui se réunissent et qui travaillent dans l'ensemble et qui sont très honnêtes. Donc Obama, en tant qu'honnête président, il va aller voir Macky Sall, et Macky Sall, en tant qu'honnête président, il va recevoir M. Obama. Même le sénateur Bill Perkins, venu à la rencontre, avait son mot à dire sur la visite d'Obama au Sénégal. The first black president of the United States is from Africa. Is returning to Africa. Le premier président noir des États-Unis est originaire d'Afrique. C'est une chose magnifique qu'il retourne en Afrique par le Sénégal. En tant que quelqu'un qui représente l'État du Sénégal et qui est honoré d'une riche expérience sénégalaise, je ne peux imaginer combien ce sera bénéfique pour lui, car cela va renforcer les relations entre nos deux pays. Il ne fait qu'un retour au pays natal. Il lancera un message non seulement pour la communauté vivant à Harlem, mais à toute l'Afrique et à toute l'Amérique. Send an important message, not just for the Senegalese, not just for the people of Harlem, but for the people all over Africa and all over America. En attendant, beaucoup de questions sont évoquées par la forte communauté sénégalaise et les nombreuses préoccupations auront certainement des réponses avec cette visite au Sénégal du président américain. Le Sénégal et les États-Unis sont aujourd'hui liés par l'histoire à travers les grandes figures comme Kennedy, Martin Luther King ou George Washington. Aujourd'hui, il y a des établissements scolaires et des places publiques qui portent des noms de ces illustres personnalités et le sentiment de fierté y est très nourri par ces élèves. Reportage dans ces lieux mythiques avec Ouretiam. Kennedy, Martin Luther King, Washington, autant d'illustres personnalités américaines aujourd'hui devenues célèbres au Sénégal, le lycée John Fitzgerald Kennedy, le CM Martin Luther King ou bien la place Washington ont fini par immortaliser ces figures emblématiques américaines que les jeunes Sénégalais connaissent désormais. Cette place s'appelle la place de Washington et Washington est le premier président des États-Unis d'Amérique. John Fitzgerald Kennedy était le 35e président des États-Unis. Il est né le 29 mai 1917 et décédé le 22 novembre 1963. Martin Luther King était un homme pacifique. Il luttait contre la ségrégation raciale, surtout aux États-Unis, surtout celle des Noirs. Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, dans l'état de Géorgie. Il est issu d'une famille de pasteurs. Il voulait être médecin ou avocat, mais il est ordonné pasteur comme son père à l'âge de 19 ans. À travers cette prochaine visite du président Obama, ces pensionnaires du lycée Kennedy, par exemple, nourrissent de grandes ambitions. Les États-Unis, pays de leurs parrains, sont très présents dans leur quotidien et ils en sont très fiers. En tout cas, John Fitzgerald Kennedy a marqué le monde entier. Et ma foi, c'est une fierté pour nous que notre établissement porte justement son nom. Je suis fière d'être dans une école qui porte le nom d'un président de la République, surtout dans la dimension de Kennedy. En attendant l'arrivée du président Obama, ses illustres prédécesseurs que sont les présidents Kennedy et Washington, de même que le grand pasteur noir américain Martin Luther King, continuent d'inspirer les jeunes générations sénégalaises et américaines à l'image de ces jeunes rencontrés dans la cour du lycée Kennedy. À quelques heures de l'arrivée du président américain, ces pensionnaires des établissements au nom américain se mettent déjà à rêver. Et si Obama les surprenait? Il faudrait que ce lycée sente sa présence. Au besoin, s'il pouvait passer, pourquoi pas? Tout Sénégalais doit se réjouir de la prochaine visite du président Obama, n'est-ce pas, et nous inspirer de l'exemple des États-Unis d'Amérique
aller vers l'unité de l'Afrique, qui n'est qu'une étape vers l'unité de l'humanité. À travers ces noms mythiques, c'est une vieille histoire d'amour entre le pays de l'oncle Sam et le Sénégal. En attendant, la place ou le lycée Obama au Sénégal. Le Sénégal est un partenaire stratégique pour les États-Unis. La visite du président Obama va permettre de renforcer les liens séculaires qui unissent les deux pays. C'est le sentiment de son Excellence Louis Lukens, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Il a accordé un entretien à la rédaction. Voici un extrait. On est très heureux que le président Obama vienne demain ici à Dakar. Il a choisi le Sénégal parce que c'est pour les États-Unis, c'est notre partenaire plus fort, plus stratégique en Afrique francophone. C'est un pays, un modèle de la démocratie en Afrique et un partenaire très très important pour nous. Donc il va venir pour renforcer les liens entre nos deux gouvernements, mais aussi le peuple américain et le peuple sénégalais. Beaucoup d'analystes ont reproché au président Obama son manque de vision économique pour le continent. Avant lui, ses prédécesseurs étaient chacun porteur d'un projet économique. Il y avait l'AGOA avec Bill Clinton, le MCA et le PEPFAR sous George Bush. Est-ce votre avis, vous? Non, pas du tout. D'abord, il faut constater que tous ces programmes ont continué pendant la présidence de Barack Obama. Nous avons, comme vous le savez très bien, un compact de MCC très fort, très important ici au Sénégal. Avec le programme de PEPFAR continue sur le continent. Le millionnaire bébé va être né 7 mois sans VIH grâce à PEPFAR, le programme de PEPFAR. Et le président Obama a vraiment focalisé sur la jeunesse africaine. Et il a créé un programme qui s'appelle YALI, qui existe depuis 3 ans déjà, pour renforcer les capacités de la jeunesse africaine, qui, à notre avis, c'est vraiment l'avenir du continent, c'est la jeunesse. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien à la fin de cette édition. En 2008, les États-Unis élisent comme 44e président Barack Hussein Obama, 47 ans à l'époque, une consécration pour cet Afro-Américain dans une Amérique où pendant longtemps, les Noirs étaient tenus à l'écart, voire en respect. La succession de Bush fils par Obama donne l'image d'une Amérique du rêve possible. Un black à la Maison-Blanche, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Un noir à la Maison-Blanche. Jusque-là, 43 présidents s'étaient succédés au trône, tous visage pâle au pays des peaux rouges. Normal dans une nation indienne conquise puis promise aux WASP, les White Anglo-Saxons and Protestants, depuis l'accostage du Mayflower. Cette demeure immaculée a été bâtie à la sueur d'esclaves noirs anonymes s'ils ne portaient pas le patronyme de leurs maîtres blancs dont la plupart avaient des maîtresses noires. L'arrivée d'Obama dans cette résidence est une revanche posthume éclatante pour tous ces bâtisseurs d'hier à demain. Aujourd'hui encore, le rêve américain reste possible. Il n'a pas été qu'une songerie stérile pour cet Afro-Américain qui a atteint la plus haute cime, une consécration totale. Un tel événement est historique au regard de quelques repères chronologiques. Lorsque la terrible guerre de sécession s'achève en 1865 par l'abolition de l'esclavage, les Noirs d'Amérique mettront presque un siècle pour acquérir les droits civiques, vivant dans l'humiliante ségrégation, l'oppression et la peur entretenue par de sinistres groupes à l'image du Ku Klux Klan. Entre le rêve utopique de Martin Luther King et l'avènement de Barack Obama, 4 décennies seulement se sont écoulées. De sa retraite aux cieux, le révérend doit certainement applaudir là où ici-bas un autre pleure de joie. Obama a été élu par les Noirs, les Chicanos et les Blancs, bien sûr, évidemment. Est-ce un concours de circonstances, le couronnement d'une bonne stratégie de conquête des suffrages, une simple aspérité de l'évolution politique américaine, une rupture ou un destin? Un destin fabuleux alors. Un noir dans une Maison Blanche, un contraste pas seulement chromatique, mais aussi sociologique et pas forcément politique. Au moment où ses espoirs prenaient forme au Kenya, dans cette Afrique de son père, on se découpait à la machette. Quel rêve peut-il avoir pour ce continent où il aurait pu naître et donc ne jamais devenir US President? Une certitude dans cette myriade de doutes, l'homme le plus puissant au monde est un noir, plus exactement un sans-mêlé, ni sportif, ni musicien, détenant les clés de la valise atomique des États-Unis, pour laquelle il ne faut pas avoir des idées noires. Il lui faudra plutôt de la baraka
et espérer tout le temps avoir God on his side. Oumar Diaw, je rappelle l'information de la soirée, l'arrivée demain du président Barack Obama au Sénégal. Pendant que Nelson Mandela lutte contre la mort, les étapes de sa vie deviennent des lieux de mémoire. Des visiteurs du monde entier et des Sud-Africains viennent se recueillir dans la maison où il a fait ses débuts. La maison de Soweto est une étape obligée. Ce bâtiment de briques fut le premier vrai domicile du héros national. Il y vécut avec sa première femme Evelyn Mays, puis avec Winnie Mandela, avant son entrée dans la clandestinité et son arrestation. Les murs portent encore les stigmates de la répression policière. Cela me fait de la peine, surtout pour les enfants, la façon dont ils ont grandi. Ils étaient toujours enfermés dans la maison pendant que dehors, les balles sifflaient. La plupart du temps, ils vivaient sans leurs parents. Dans cet intérieur où chaque objet de la vie quotidienne a été conservé avec dévotion, des visiteurs du monde entier et des Sud-Africains de toutes les couleurs de peau viennent se recueillir. Cela m'inspire beaucoup de savoir que c'est là qu'il a fait ses débuts. Et ce sont les circonstances dans lesquelles il a lutté pour la liberté politique, pour son peuple et pour le futur de l'Afrique du Sud. Le quartier d'Orlando, où se situe la maison, est déjà un haut lieu d'attraction touristique. Dans le centre-ville de Johannesburg, face au palais de justice, l'immeuble où Nelson Mandela et Oliver Tambo ont ouvert le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud est également en passe de devenir un musée. Devant une sculpture de Mandela en boxeur, un père et son fils prennent la mesure du grand homme et de ce qu'il représente. Une part très importante de notre histoire et de notre pays aujourd'hui. Je pense que sans cet homme, les choses auraient pu très mal tourner pour beaucoup de gens. Un détour par l'ancien township d'Alexandra permet de découvrir l'endroit où Nelson Mandela, tout juste arrivé de sa province natale, y louait une petite chambre. C'est possible de visiter? Non, c'est privé, excusez-moi. Le président Jacob Zuma a planté un arbre et promis d'en faire un lieu de mémoire. Enfin, la ferme de Lilies Leaf entre Johannesburg et Pretoria, ancien QG de la branche armée de l'ANC, où Nelson Mandela a passé quelques mois dans la clandestinité, est un magnifique musée interactif. Autant de moments de sa vie qui, pour les Sud-Africains, sont les étapes d'un long chemin vers la liberté. Sport, la suite du championnat national de football, Ligue Pro, 22e journée. Hier, à Demba Diop, le Djaraf s'est imposé devant l'USO. Les Médinois reprennent la deuxième place à 1 point des Djambars. Quant au Wakamois, il reste 11e à 5 points du premier relégable. Temps fort de cette journée avec Elash Tiano Dramé. Contre l'Union sportive de Wakam, le Djaraf avait une bonne occasion de reprendre la seconde place à Ngor. Occasion que les Médinois ont bien su saisir dès les premières minutes du match. Après seulement 1 minute de jeu, Babacar Seck récupère un ballon au milieu de terrain. Il s'appuie sur Genoun qui joue en retrait pour Fidel Gomis. Ce dernier a vu l'appel de Babacar Seck. Le reste se passe de commentaires. L'arrière-gauche du Djaraf, en ouvrant le score, inscrit son 7e but de la saison. Un but matinal qui va rendre le match moins compliqué pour les Médinois. Je pense que ce but nous a mis en confiance. Et une équipe en confiance va encore, dans notre style, privilégier le jeu. Le Djaraf déroule, les Wakamois tentent de réagir en se ruant à l'attaque, mais comme souvent dans ces situations, ils se découvrent et le Djaraf en profite et procède par contre. 30e minute, Alioune Badara Tendeng lance Ibou Cissé, qui grâce à sa vitesse et sa technique s'en va battre Ousmane Kane. À 2-0, le match paraît plié, mais l'USO ne lâche pas prise. Elle va obtenir un penalty à la 58e minute sur une faute de main de Matar Kanté. Le penalty est exécuté par Mbaye John qui perd son duel face à Khadim Ndiaye. Ce penalty manqué scelle définitivement le sort du match. Le Djaraf retrouve la seconde place du classement et maintient la pression sur Djamba. Côté Wakam, le maintien est devenu l'objectif prioritaire. Il y a le premier à 40 points, nous on a 27 points et on va continuer à crevasser. Il reste 8 journées, on va continuer à jouer et chercher des points à l'extérieur et ici aussi à Dakar. Je pense que pour le bien du football et du public sénégalais,
la fin du championnat, je dirais, serait palpitante. Ce n'est pas un gros mot, parce que les équipes se tiennent de très près et il n'y a pas encore de leader désigné. Dans l'autre match de la journée, Port et Linguère se sont neutralisés. Un but partout à l'issue d'un match indécis jusqu'à la dernière minute. Le Port avait ouvert le score à la 25e grâce à Mamadou Lamine Daou. Il pensait tenir la victoire jusqu'à l'ultime minute, penalty et carton rouge contre Yankoba Diatta. Le gardien du Port est coupable d'une faute sur l'attaquant saint-louisien. Tchermonian se charge d'exécuter la sentence. La Linguère 4e fait une bonne affaire et garde un point d'avance sur son adversaire du jour. Journée olympique, l'événement a eu lieu ce week-end à Saint-Louis où toute la famille olympique s'est donné rendez-vous. L'édition de 2013 est placée sous le signe de la promotion de la femme dans le sport et dans les instances de décision. Envoyés spéciaux, Pape Laïfaï et Mansour Sow. Pour une première, Saint-Louis a abrité les festivités de la journée olympique. Au menu, une randonnée pédestre. Un cross de masse et kit athletics, entre autres disciplines olympiques. Aujourd'hui, le comité olympique a jugé nécessaire de décentraliser ses activités et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis. À travers le thème la promotion de la femme dans le sport et dans les instances de décision, politique, sportif et population, bref toute la famille olympique a communié autour de l'essentiel. Président Diagne Ndiaye, je pense que vous avez le terreau ici pour le rendez-vous de la moisson des médailles en 2016, en 2020, en 2024, parce que vous vous êtes inscrits sur la durée, vous vous êtes inscrits sur la planification, vous savez pouvoir compter sur le sport saint-louisien, et je pense que nous reviendrons pour d'autres activités. Et nous voulons que dans toutes les activités qui caractérisent la vie de l'homme, que Saint-Louis se signale par l'excellence, se signale par sa vivacité et se signale aussi par sa tonicité. Et je crois que c'est cela que le président Diagne Ndiaye nous a offert aujourd'hui et je voudrais la remercier sincèrement et remercier à travers sa personne toutes les grandes personnalités. Le temps d'une matinée et la vieille ville a vibré au rythme de la journée olympique. Toutes les dimensions du sport ont été revisitées. Le Sénégal accueille à partir de ce mercredi le championnat d'Afrique de karaté zone 2. Les compétitions commencent samedi, mais il y a l'Assemblée générale de l'Union des fédérations africaines des 8 pays de la zone 2. Le Sénégal se dit fin prêt pour ce championnat d'Afrique de karaté. Voici à ce propos le président du comité d'organisation, Ndongo Biramfal. Il est au micro de Dahaba. Ce championnat normalement devait être organisé par le Cap-Vert, mais j'ai trouvé qu'il y a un désistement de ce pays. Alors l'IFAN nous a demandé de l'organiser à sa place. Tous les 2 ans, normalement, la zone 2 doit se tenir. Et quelque part, cette année, il faut qu'elle se tienne. Parce que non seulement on doit élire un nouveau président de la zone 2, donc tous ces pays-là, ils sont intéressés pour cette élection. Le temps était très court, mais nous avons pu, dans un premier temps, régler le problème des hébergements, le problème des transports et de la restauration. Enfin, la 40e Assemblée générale du Conseil international du sport militaire zone Afrique de l'Ouest a démarré hier à Dakar. L'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest a profité de la cérémonie officielle pour soutenir les efforts déployés par la CEDEAO dans le cadre de prévention des conflits. Les rendez-vous de Dakar, également une étape de redynamisation des activités sportives entre armées ouest-africaines. Tandakha Ndiaye. Les 14 pays de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest du Conseil international du sport militaire sont représentés à ces assises. Le choix du Sénégal, dont les forces armées nationales ont mesuré la haute portée. Le Laou, un démembrement du CISM, un des enjeux des assises de Dakar, la redynamisation de l'organisme. Je voudrais une fois encore profiter de cette occasion pour saluer les efforts de paix de la CEDEAO qui reste pour nous un cadre approprié pour la résolution et la prévention des conflits dans notre sous-région. Le Conseil international du sport militaire, l'Organisation du sport militaire en Afrique et l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest poursuivent les objectifs suivants. Encourager la pratique des activités physiques et sportives entre les forces armées en tant que vecteur d'édification de paix dans le monde.
Le ministre des Forces armées a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre du sisme par l'OLAO, a déclaré officiellement ouverte la 40e Assemblée générale ordinaire. Comme vous le savez, les travaux de cette Assemblée générale demeurent également des moments privilégiés de rencontres de hauts cadres militaires issus de 14 pays de la CEDEAO qu'il importe de mettre à profit pour trouver des solutions adéquates et durables aux problèmes soulevés, avec comme état final recherché la redynamisation de l'OLAO, dont la devise « Amitié par les sports » traduit la détermination à œuvrer pour un espace sous-régional apaisé. Ont été aussi élevés aux insignes de grands officiers de séisme le chef d'état-major général des armées, le général Mohamedou Moustapha Diawara, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le colonel Libas Laïguey, président du comité d'organisation, ou encore le commandant Cheikh Sadibou Diop. Les assises de Dakar prendront fin samedi prochain, 29 juin. Voilà, ainsi se termine ce journal. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Bonsoir.